Bonjour à tous. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter une modification réglementaire qui vise à adopter un règlement qui vise à modifier le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, ainsi que le règlement sur le certificat d'occupation et certains certificats d'autorisation. Donc, en ce moment, la réglementation permet à l'intérieur d'un établissement qui a soit l'usage épicerie ou soit l'usage traiteur d'installer au plus 12 places assises pour la consommation d'aliments. Toutefois, malgré la définition usuelle, soit de l'usage épicerie ou soit de l'usage traiteur, on peut exploiter avec un certificat d'occupation de l'un de ces usages, soit un petit restaurant, un comptoir de commande pour emporter ou un café, tant qu'on respecte le nombre maximum de places assises. Toutefois, compte tenu de la forte demande en espace de restauration dans l'arrondissement, entre autres dans les pôles d'emploi, on constate que les exploitants qui exploitent un usage épicerie non conforme se sont multipliés dans les dernières années. Par exemple, il y a un relevé de terrain qui a été effectué à l'été dernier, donc à l'été 2019, et sur 1325 certificats d'occupation qui étaient délivrés pour les usages de ces catégories, il y en avait 250 qui n'étaient pas conformes et 121 qui étaient vacants. Également, on a constaté que la réglementation ne s'est pas adaptée à l'arrivée de nouvelles tendances, comme par exemple un nouvel usage populaire, soit l'usage de brasseurs artisanal, qu'on considère qui maintenant mériterait un usage propre à cette activité particulière de microbrasserie ou de micro-distillerie. De plus, on a constaté que l'emplacement et la qualité des cafés-terrasses doivent être revus afin de répondre aux nouvelles pratiques. Donc, notre intention, c'est vraiment d'introduire des nouveaux usages de restauration pour atteindre un équilibre entre le milieu économique actif et dynamique d'un côté et une vie de quartier intéressante de qualité de l'autre côté. Donc, l'arrondissement désire intervenir pour qu'on ait vraiment une adéquation entre le dynamisme commercial et les besoins de trois groupes, soit les résidents, les travailleurs et les visiteurs de l'arrondissement. Il faut noter que dans le plateau Mont-Royal, on a pratiquement autant de visiteurs qu'il y a de résidents à chaque jour. Donc, l'avis de la direction, c'est de revoir les normes qui encadrent le secteur de la restauration, des bars et du divertissement pour assurer un développement économique dans l'arrondissement et aussi de refléter la situation réelle sur le terrain. Le premier volet, c'est le volet restauration. Donc, ce qu'on désire faire, c'est de s'attaquer aux usages à la fois restaurant, traiteur et épicerie qu'on désire scinder en deux nouveaux usages, soit café et commerce d'alimentation. Le constat qu'on a fait, c'est puisque l'usage restaurant est contraignant compte tenu du contingentement, donc la distance à respecter avec un autre établissement, l'usage épicerie devient souvent un deuxième choix par défaut parce que cet usage-là n'a pas de contrainte d'implantation. Donc, l'objectif de la modification réglementaire d'aujourd'hui, c'est vraiment de répondre à un besoin avéré d'établissements de restauration de petite taille, d'offres de prêts à manger, donc d'éléments pour emporter, et aussi d'endroits pour travailler, entre autres pour les travailleurs autonomes. Donc, ce qu'on désire faire, c'est de freiner l'aménagement des restaurants indirectement par l'usage d'épicerie et de scinder cet usage-là en d'autres usages qui reflètent vraiment l'utilisation réelle qui est faite par les commerçants. Donc, on désire assurer le maintien d'une certaine mixité d'usage sur les rues où la demande en espace de restauration est forte et par la bande, éviter l'augmentation du prix des baux commerciaux, pour lesquels on a moins de pouvoir, pour les usages contingentés. Par rapport au nouvel usage qu'on les a créés, qu'on va appeler brasseur artisanal, qui regroupe à la fois les microbrasseries, essentiellement pour la bière, et les micro-distilleries pour l'alcool fort. Donc, le constat qu'on est arrivé, c'est que l'essor de la microbrasserie et micro-distillerie n'est vraiment qu'à ses débuts, puisque l'engouement pour les produits locaux qui sont élaborés par des artisans avec des ingrédients de qualité est vraiment en forte hausse. Donc, ce qu'on désire faire, c'est de permettre le passage sur place, à l'intérieur des établissements, au lieu d'avoir à déléguer cet aspect à un tiers, comme par exemple des compagnies comme Hochelag ou Ma Brasserie, le brassage qui est dédié à la vente à l'extérieur des commerces. On veut aussi arrimer les définitions avec ceux de la Régie des alcools et des courses et des jeux pour faciliter la vie à nos commerçants. L'autre volet sur lequel on désire s'attarder aujourd'hui, c'est le volet des cafés-terrasses. Donc, depuis 2010, il y a plus de 1000 tables qui sont ajoutées dans l'arrondissement sur le domaine public et la demande pour ceci ne cesse de croître d'année en année. Toutefois, on le sait, dans l'arrondissement, on a un cadre bâti dense et il y a différentes contraintes du domaine public qui réduisent les possibilités d'emplacement. Donc, les objectifs de l'arrondissement, c'est vraiment d'offrir aux clients un espace pour consommer, pour s'asseoir, relaxer et apprécier la vie urbaine, qui permettrait aussi d'augmenter l'achalandage et l'embellissement de nos rues commerciales
Et le dernier, mais non le moindre, de permettre une source de revenus importante pour nos commerçants, entre autres en cette période qui est plus difficile. Au niveau de la situation actuelle dans l'arrondissement, on a en ce moment 560 restaurants dans le plateau Mont-Royal, 526 épiceries, 97 restos-bars, 64 bars, et par la suite, ça se décline en différents établissements multi-usages. Ce relevé-là est effectué à l'été 2019. Au niveau du contingentement des restaurants, donc je vous rappelle, le contingentement, c'est une distance à respecter entre deux établissements. Dans ce cas-ci, on parle des restaurants. La réglementation actuelle demandait qu'on ait 25 mètres entre deux restaurants. Les secteurs qu'on voit ici en mauve, c'est les secteurs qui sont contingentés. Donc, c'est l'endroit dans lequel les contingentements s'appliquent. En vert, c'est les rues commerciales où il n'y a pas de contingentement. On peut noter des éléments qui sont un peu particuliers, comme par exemple, il y a une portion de Mont-Royal qui n'a pas de contingentement, alors qu'il y a une autre portion qui en a. Pour Saint-Laurent, le nord de Saint-Laurent, il n'a pas de contingentement, alors que le sud, oui. Et il y a des rues comme Saint-Denis et Parc qui n'ont pas de contingentement, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison pour ça. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de faire un ménage pour avoir une uniformité dans tout ça et une certaine équité. Au niveau des bars, c'est plus simple. Donc, la plupart des rues commerciales intensives, dans les rues commerciales d'importance de l'arrondissement, on a un contingentement de 50 mètres à respecter entre deux bars. On le voit ici en mauve sur la carte. Au niveau des usages de la restauration, donc je vous le rappelle, ce qu'on veut faire, c'est de scinder l'usage épicerie, qui est un peu un usage fourre-tout en ce moment, en différents usages qui décrivent plus réellement l'exploitation qui est faite des commerces. Donc, tout d'abord, on veut créer un usage café qui n'existe pas en ce moment dans l'alimentation, qui permettrait vraiment l'exploitation d'un établissement qui vend, bon, c'est principalement du café, mais aussi des boissons non alcoolisées diverses, ainsi que des collations, comme par exemple des viennoiseries, des sandwichs froids ou réchauffés. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'il n'y aurait pas d'équipement de cuisson dans ces établissements-là. Donc, c'est ce qui vient distinguer des autres usages que je vais maintenant vous décrire. Au niveau de restaurant, donc ça, c'est plus simple, il n'y a pas vraiment de changement. Donc, un restaurant, c'est un établissement où l'on vend de la nourriture et on peut vendre des boissons alcooliques ou pas. Et on peut faire du service aux tables, donc avec des serveurs-serveuses, ou plus utiliser un volet pour emporter. Le dernier usage qu'on les a créé, c'est un usage de commerce d'alimentation. Donc, le commerce d'alimentation, c'est quoi? C'est un établissement où l'activité principale est la vente au détail de denrées de consommation courante, comme par exemple un supermarché, ou encore des petits établissements comme un dépanneur, une fruiterie, une boucherie, une poissonnerie, une chocolaterie, une crèmerie, une pâtisserie ou une boulangerie. Donc, c'est un peu un usage qui regroupe différents établissements qui œuvrent dans le commerce de l'alimentation, mais qui n'est pas un restaurant ou un café. Donc, ici, on a le tableau qui résume un peu la situation. Donc, les différents usages sont listés ici. Ce qu'on désire faire, dans le fond, c'est de venir distinguer chacun des usages, qu'on puisse différencier chacun de ceux-ci. Donc, tout d'abord, comment on fait ça? C'est par rapport à la superficie qui est autorisée. Donc, dépendamment des usages, on a une superficie différente qui est autorisée. Et un élément qui est important pour les distinguer, c'est la superficie de l'aire de consommation. L'aire de consommation, c'est vraiment là où on consomme des aliments et des boissons. Donc, en ce moment, par exemple, pour l'usage qu'on avait d'épicerie, c'était 3 tables 12 chaises. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'était pas beaucoup d'12 places assises, et donc il y en avait beaucoup qui dépassaient. Donc, maintenant, pour un commerce d'alimentation, comme je vous le rappelle, boucherie, poissonnerie, boulangerie, etc., il y a 10 du local qui va pouvoir être attitré pour les tables et les chaises. Pour un café, il n'y aura plus de limite. Donc, ça, c'est une grosse différence parce qu'en ce moment, je vous le rappelle, c'était maximum 12 places. Pour restaurant, ça ne change pas. Il n'y aura pas de limite de superficie d'aire de consommation. Pour boissons artisanales, c'est un peu particulier. On demande un minimum et un maximum. On va y revenir un petit peu plus tard. Pour bar, il n'y a pas de limite pour l'aire de consommation. Et pour traiteur, c'est vraiment traiteur, c'est un commerce qui est plus industriel, donc c'est pas autorisé d'avoir une aire de consommation. Ensuite, on vient distinguer les usages selon différentes autorisations, comme par exemple d'avoir des équipements de cuisson ou pas, la possibilité d'avoir du service aux tables, non, la possibilité d'obtenir un permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Ensuite, on tombe dans les normes de contingentement. Donc, on propose des nouvelles normes de contingentement aujourd'hui que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, le premier, c'est le quota. Et le deuxième, c'est l'intervalle. Ensuite, on a la possibilité d'être dans les espaces de coin, dans les rues qui sont plus résidentielles, comme par exemple Marianne ou Guilford. Et la possibilité d'avoir ou non un café-terrasse. Ce tableau-là est dans la présentation qui est aussi disponible dans la section de consultation écrite du site de l'arrondissement, si vous voulez y porter attention suite à la présentation.
Maintenant, on a ici le portrait des usages de restauration projetés. Donc, c'est ce qui viendrait du portrait des différents établissements de restauration après l'adoption de la réglementation. Donc, tout d'abord, on aurait, avec la nouvelle réglementation, 569 restaurants. Et parmi ceux-ci, il y en a 204 qui seraient des micro-restos. Micro-restos, c'est quoi? C'est des commandes, des comptoirs de commandes pour apporter. Donc, il y en aurait 204 sur les 569 qui seraient plus sur cet aspect-là. Ensuite, on aurait 273 commerces d'alimentation, 74 cafés, 75 restos-bars, 60 bars, 7 traiteurs, 6 brasseries artisanales, 29 commerces d'alimentation et restaurants. Ça, c'est par exemple un restaurant italien qui vendrait par exemple la sauce au spaghetti. Donc, dans ce cas-là, on donnerait 2 usages pour le volet qui est plus vente et le volet qui est plus consommation. Et finalement, on aurait 2 commerces d'alimentation et café. Au niveau de l'usage traiteur, on ramène cet usage-là à vraiment son aspect industriel. Donc, un traiteur, maintenant, sa définition, serait un établissement où l'on cuisine et l'on prépare des mets destinés à être emportés ou livrés pour consommation à l'extérieur de celui-ci. L'usage traiteur sera autorisé autant en secteur commercial qu'en secteur industriel, comme par exemple dans les mégastructures du Myland, ou aux abords des voies ferrées, ou sur des rues comme à Iberville et Frontenac. Maintenant, le contingentement. Donc, contingentement, je vous rappelle, qui permet de bien répartir les commerces sur le territoire. Donc, pour le restaurant, en ce moment, on avait une distance de 25 mètres à respecter entre 2 restaurants. Maintenant, on aurait un quota. Donc, quota, c'est quoi? C'est un nombre d'établissements par portion d'artère. Donc, pour chacune des rues, on aurait un nombre d'établissements par section. Donc, ce serait beaucoup plus souple, beaucoup plus facile pour nos commerçants de se répartir, donc moins restrictif. Au niveau des bars, en ce moment, la méthode de contingentement, c'est une distance de 50 mètres à respecter entre 2 bars. Maintenant, ce serait un quota, donc une proportion de bars, un nombre à respecter par portion d'artère, par portion de rue. À ça, on rajoute un intervalle. L'intervalle, c'est quoi? C'est un mécanisme de protection pour s'assurer que dans le tronçon de rue pour lequel on assigne un quota, qu'ils soient tous un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir un bar à côté d'un bar à côté d'un bar pour question de bruit, question de va-et-vient, de nuisance, d'accumulation, par exemple, de matières résiduelles. Donc, il y a différentes raisons qui font qu'on veut un peu les séparer. Donc, c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait 5 terrains entre 2 bars. Donc, ça permet de les espacer un peu à même la portion d'artère. Pour brasseur artisanal, donc microbrasserie et microdistillerie, il y aurait deux secteurs de quotas dans l'arrondissement. Pourquoi qu'on fait ça? C'est que dans le sud-ouest du plateau Mont-Royal, autour de, par exemple, du sud du Bois-Saint-Laurent, il y a beaucoup d'établissements. Donc, on désire mieux répartir sur le territoire les microbrasseries, donc dans le reste du plateau. Donc, c'est pour ça qu'on a fait 2 zones. On demande aussi pour les brasseurs artisanaux qu'il y ait un intervalle entre 2 brasseurs artisanaux de 5 terrains et qu'il y ait un terrain entre un brasseur artisanal et un bar, pour éviter qu'on ait un brasseur artisanal à côté d'un bar. Donc, tout ce mécanisme de quota-là, qui, j'en conviens, est assez complexe, il y a un gros travail qui a été fait là, depuis les 2 dernières années pour vraiment qu'on s'assure que les quotas respectent vraiment la situation réelle sur le terrain et le potentiel de ceux-ci. Comment qu'on a fait ça? C'est qu'on est venu fixer les quotas par portion d'artère selon différents éléments. Comme par exemple, on a pris le nombre de commerces existants par portion. Donc, on a fait, à partir d'un relevé, on a pu savoir comment il y avait de restaurants, comment il y avait de bars, par exemple, sur une portion, on va dire, de Mont-Royal. On a regardé aussi l'évolution du mix commercial. Donc, est-ce que dans cette portion-là, on a de plus en plus de restaurants ou on en a de moins en moins? De façon générale, par exemple, dans le Myland, par rapport au nombre de travailleurs importants qui se trouvent dans les mégastructures, on a de plus en plus d'établissements de restauration pour répondre aux besoins de ces travailleurs. On a aussi regardé le nombre de locaux vacants. Donc, est-ce que la situation sur une artère va de mieux en mieux ou va moins bien? Donc, selon le nombre de locaux vacants, on a ajusté le quota. Encore une fois, je vous le répète, pour mieux répartir les établissements sur le territoire. On a aussi regardé le portrait d'artère commerciale. Donc, chacune des rues commerciales du plateau ont chacun leur identité. Donc, on est venu se coller un peu là-dessus. Donc, par rapport à ça, avec les usages qui seraient projetés, on a fixé un quota. On le voit ici sur l'image de droite, qui permet, dans le fond, par rapport à la situation existante, combien d'établissements additionnels pourraient être ajoutés par portion d'artère. Et tout ce mécanisme-là, on aurait l'aide de la géomatique, donc d'un logiciel qui permettrait de faire ça automatiquement, qui serait accessible aussi sur notre carte interactive. Donc, ça permettrait, par exemple, au SDC, donc au Société de développement commercial ou aux assos commerciales ou même aux commerçants de voir sur cette carte-là les possibilités, dans le fond, d'installation selon les différentes portions d'artère.
Au niveau de l'intervalle, donc je vous rappelle qu'il y a un mécanisme de protection entre deux barres. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment 5 terrains entre deux établissements. Donc, ici, dans l'exemple qu'on voit à l'écran, chaque barre est représentée par la flèche bleue et on calcule entre chacun des barres 5 terrains. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 terrains entre deux barres. Pour ce calcul-là, on fait abstraction des intersections. Et la différence avec le rayon, qui était la méthode actuelle, qui était un cercle imaginaire autour du bar, c'est qu'on devait tenir compte des établissements qui étaient à l'autre bord de la rue. Alors que pour les nuisances, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est plus du même côté de la rue qu'on veut éviter qu'il y ait un bar à côté d'un autre. Alors que s'il est de l'autre côté de la rue, il y a beaucoup moins de risques de nuisance additionnelle, donc c'est moins grave. Donc avec cette nouvelle méthode-là qu'on amène d'intervalle, c'est intéressant pour ça. Donc ça permet de les répartir, d'amener quand même plus de possibilités, mais tout en gardant en tête d'avoir le moins de nuisances possible pour une cohabitation avec les voisins, donc avec le résidentiel tout autour des commerces. Au niveau du brasseur artisanal, donc je vous rappelle microbrasserie, microdistillerie, la définition qu'on veut donner à brasseur artisanal, c'est un établissement où l'on produit et l'on vend, donc les deux, des boissons alcooliques pour consommation autant sur place, pour emporter, et qui comporterait à même ceux-ci 1 heure de production et 1 heure de consommation. La superficie maximale pour un brasseur artisanal, ça serait 600 mètres carrés. Donc, à même celui-ci, il y aurait 1 heure de consommation. L'heure de consommation, je vous le rappelle, c'est un espace où les clients vont consommer des boissons, donc qui sont celles, dans le cas d'une microbrasserie, qui sont celles produites sur place, et ils peuvent aussi consommer de la nourriture. Donc, on exige que dans un brasseur artisanal, on ait une heure de consommation d'une superficie minimale de 25 mètres carrés et maximale de 200. Pourquoi qu'on demande ça? C'est pour s'assurer qu'on consomme les aliments à même le brasseur artisanal. Sinon, ça serait une simple usine donc de production de bière et non une microbrasserie. Donc, c'est pour ça qu'on exige. Il y a une certaine flexibilité avec un minimum et un maximum, indépendamment des types de commerce, dans le fond, du modèle d'affaires du commerçant. Pour l'heure de production, c'est vraiment l'aspect qui est plus industriel d'une microbrasserie, donc le concassage, l'empâtage, la filtration, l'ébullition, etc. Donc, toutes les étapes de production d'une boisson alcoolique. Donc, on exige qu'il y ait dans un brasseur artisanal, même principe, un minimum de 25 mètres carrés et un maximum de 200 d'aire de production pour, dans le fond, venir encadrer encore une fois cet aspect-là pour que l'espace de production ne soit pas trop grand et pas trop petit. Donc, c'est un juste milieu. Donc, on veut que les gens consomment et on veut aussi qu'on produise sur place. Sinon, s'il n'y a pas d'aire de production, ça devient un simple bar et non une microbrasserie. Ensuite, il y a tout le reste. Donc, il y a l'aire d'entreposage, qui occupe beaucoup d'espace dans une microbrasserie avec les équipements. Il y a aussi le volet qui est de vieillissement à baril, qui, encore une fois, gruge beaucoup d'espace pour le vieillissement de la bière. Et les aires de circulation et la cuisine. Donc, tout ça ensemble, je vous le rappelle, doit s'insérer dans le 600 mètres carrés avec une flexibilité entre le tiers, donc d'aire de consommation, d'aire de production et d'aire d'entreposage. Il y a un petit incitatif pour l'usage brasseur artisanal et le fait qu'on peut avoir un usage restaurant comme usage complémentaire. Ce que ça veut dire, c'est que tant qu'on a le brasseur artisanal qui est exploité, donc en activité, il peut y avoir de la vente de nourriture comme un restaurant. Donc ça, c'est un incitatif pour les brasseurs artisanaux à venir s'installer dans le plateau Mont-Royal avec cette nouvelle réglementation-là. Et bien sûr, pour ajout d'équipements mécaniques, pour les équipements qui sont nécessaires à l'exploitation, on demande une étude acoustique, comme on le fait dans l'arrondissement pour bien d'autres choses, pour s'assurer, dans le fond, qu'on respecte les normes sur le bruit. Donc, l'usage brasseur artisanal serait autorisé autant dans les secteurs commerciaux de l'arrondissement que dans les secteurs industriels. On voit sur la carte de droite les 6 points, c'est les 6 brasseurs artisanaux qu'on a en ce moment dans le plateau de Mont-Royal. Donc, on voit qu'ils sont assez bien répartis sur le territoire. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est en ajouter, dans le fond, dans le reste du plateau. Il y a quelques modifications administratives qu'on fait aussi, comme par exemple, on change le terme débit de boisson alcoolique, qui était le terme qu'on utilisait en ce moment pour l'usage bar, qui était un peu archaïque. Donc, on change le terme débit de boisson alcoolique au bar. On en profite aussi pour arrimer la superficie d'un bar avec celle d'un restaurant sur Prince-Arthur, en passant de 100 à 150 mètres carrés. Pourquoi qu'on fait ça? C'est pour les concepts resto-bar, qui sont de plus en plus populaires, donc qui permettent une flexibilité avec la vente d'alcool avec ou sans nourriture. Donc, il y a différents modes qui sont liés avec les permis d'alcool. Donc, on désire, dans le fond, plus facilement les concepts de resto-bar. Même principe qu'on fait en arrimant la superficie d'un restaurant en secteur industriel avec ceux autorisés en secteur commercial, en passant de 250 à 300 mètres carrés.
Et même chose pour les secteurs C4. Donc, C4, c'est les usages commerciaux de forte intensité, donc sur les artères commerciales d'importance. On arrime la superficie d'un bar avec celle d'un restaurant. Donc, en augmentant la superficie d'un bar de 200 à 300 mètres carrés, qui est la même qu'un restaurant, pour encore une fois les concepts de resto-bar. On en profite également pour faire un changement de zonage sur la rue Rachel S entre Berry et Parc-la-Fontaine, en changeant la catégorie d'usage de C2H à C4H, donc de faible à forte intensité commerciale, pour refléter le niveau d'intensité de cette portion-là, qui est à proximité du parc La Fontaine. Donc, il y a plus de commerces dans ce secteur-là, comme par exemple, on a en ce moment 5 bars et une microdistillerie qui est en construction. Donc, il y en a 6. Donc, on voit qu'il y a un niveau d'intensité qui est assez important. Donc, on va reconnaître un peu cette particularité-là en changeant le zonage pour la rue Rachel. Au niveau des cafés-terrasses, ce qu'on désire faire, c'est de permettre les cafés-terrasses pour un café et un brasserie artisanal, en plus de pour un restaurant et un bar. Donc, ces 4 usages-là permettraient d'avoir un café-terrasse. Donc, pour un café, un brasserie artisanal, un restaurant et un bar. Et une nouveauté aussi, ce serait partout où l'usage est autorisé. Donc, c'est assez simple. Si l'usage est autorisé, on peut avoir un café-terrasse. En ce moment, ça fonctionnait par des portions d'artères, donc c'est assez complexe. Donc, on ne pouvait pas avoir des cafés-terrasses partout. Alors que maintenant, les règles sont beaucoup plus simples. Ce qu'on désire faire aussi, c'est d'autoriser les cafés-terrasses quand on additionne domaine privé et domaine public de la même superficie que l'établissement, au lieu de 50 %. Donc, grosso modo, on peut être aussi gros à l'extérieur, en café-terrasse, que la superficie du commerce à l'intérieur. On désire aussi autoriser un empiètement de 50 % sur la partie en front des bâtiments voisins, donc devant les bâtiments de part et d'autre. Là, on parle ici des terrains privés, donc les terrains qui appartiennent aux propriétaires. Donc, pour ça, on demande bien sûr l'autorisation du propriétaire et du locataire voisin au rez-de-chaussée pour s'assurer qu'il donne son autorisation, parce que bien sûr, c'est son terrain. Mais on désire permettre d'agrandir chez les voisins pour permettre d'avoir des plus grands cafés-terrasses. Aussi grosse nouveauté, on permettrait maintenant le maintien des équipements permanents de la café-terrasse pendant l'hiver, s'ils demeurent ouverts. Ce qui veut dire que maintenant, les cafés-terrasses dans le plateau Montréal pourraient être 4 saisons. Donc, on assumerait notre nordicité. Donc, ça, c'est un aspect qui est bien intéressant. Et on permettrait aussi la cuisson d'aliments pendant l'hiver, donc du 1er novembre au 30 avril. Pourquoi juste pendant l'hiver? C'est pendant l'été, au niveau par exemple, des odeurs, au niveau de la fumée. Il y a beaucoup plus de nuisances pour les voisins que pendant l'hiver, quand les fenêtres sont fermées. Aussi, on permettrait un chauffage électrique, encore une fois, dans l'optique d'ouvrir les cafés-terrasses 4 saisons, donc uniquement électrique pour les cafés-terrasses. Et on permettrait aussi un distributeur de boissons en fût pour permettre le service d'alcool directement sur les cafés-terrasses. Et un parasol et une desserte pour, dans le fond, que ce soit plus facile pour les serveurs et pour se protéger de l'ombre. On désire aussi autoriser les cafés-terrasses sur le terrain privé, encore une fois, dans les rues résidentielles qui sont perpendiculaires aux rues commerciales. On a un exemple ici du Première Moisson sur Laurier-Ouest. Donc, ce genre de café-terrasse-là, qui est entre le trottoir et le bâtiment, serait autorisé dans les rues résidentielles au coin des rues commerciales, donc sur les coins de rue, tant qu'on respecte 4 mètres par rapport aux voisins. Et souvent, on a une ruelle. Donc, ce qui permet de nous éloigner encore plus des voisins. Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est de rapprocher les cafés-terrasses du coin de la rue, mais on les permettrait de faire le point. On en a quelques-unes dans le plateau en ce moment. Et c'est toujours dans l'optique d'avoir des rues commerciales plus animées et des cafés-terrasses de plus grande superficie. On autoriserait aussi les cafés-terrasses pour café et restaurant, donc pas pour bar, uniquement pour café et restaurant, en arrière des commerces. Donc, dans la cour arrière, s'il y a une ruelle qui sépare du secteur résidentiel et si la superficie est de 25 mètres carrés maximum. Donc, tout ça, dans le fond, c'est pour assurer une cohabitation adéquate avec les voisins. Donc, c'est toujours un juste milieu. Donc, en encadrant avec une superficie maximale et la présence de ruelles, on vient de s'assurer, dans le fond, de venir encadrer les nuisances pour ces commerces-là. Également, ce qu'on veut faire, c'est d'arrimer les règles qui sont présentes sous le domaine public, dans des règles autant au niveau de l'accès universel, du verdissement, de qualité des matériaux. Donc, les règles sont sous le domaine public. On désire aussi qu'il y ait les mêmes règles sur le domaine privé, que ce soit plus simple pour tout le monde, autant pour les gens qui travaillent pour l'arrondissement que pour les commerçants. Donc, ces différentes règles donc, de présence de végétaux, d'air pour qu'on puisse circuler autour des tables. Donc, je ne passerai pas dans le détail. Je vous invite à aller le voir, dans le fond, dans la présentation. Mais ces différentes normes
qui sont là pour qu'on ait les meilleurs cafés-terrasses qui répondent, dans le fond, aux besoins de tous. On revoit aussi le règlement sur le certificat d'occupation pour que les documents nécessaires à l'obtention de permis de café-terrasse soient clarifiés, pour qu'on comprenne, dans le fond, que les cafés-terrasses répondent à l'alimentation, pour que ce soit qu'on a des beaux cafés-terrasses avec, comme je le disais, par exemple, un verdissement et des espaces suffisants pour permettre l'accès universel. Enfin, on a un aspect qui est intéressant, donc ce qu'on permettrait sur la rue Saint-Denis, des bulles hivernales. Donc, des bulles hivernales, c'est quoi? C'est des espèces de dômes transparents. Il y a eu des projets pilotes à Québec dans les dernières années, qu'on voit ici les images, et ça a bien fonctionné. Donc, ça permet, dans le fond, d'avoir des bulles chauffées pour, dans le fond, pouvoir aller à l'extérieur pendant l'hiver. Pourquoi on les autorise uniquement sur Saint-Denis? C'est parce que Saint-Denis, ils ont des grosses marges à vent, que des grands terrains disponibles sur les propriétés privées. Donc, c'est pour ça qu'on a priorisé cette artère-là. Puis aussi, il est facilement accessible avec le nouveau REF, donc le réseau express de l'eau. Donc, on a misé sur cette artère-là, puisque bien sûr, il faut construire sur les terrains privés pour qu'on puisse continuer le déneigement en période hivernale. Ce qu'on demande, dans le fond, c'est que ces dômes-là soient implantés entre le 1er octobre et le 30 avril, soit devant la façade des commerces, qui a une hauteur maximale de 3,5 mètres, et qu'on n'excède pas la superficie du café-terrasse, justement pour ne pas nuire aux opérations de déneigement. Donc, avec ces bulles-là, on veut vraiment positionner Saint-Denis au niveau touristique, donc d'avoir de quoi de vraiment intéressant à Montréal, sur notre Saint-Denis qu'on aime beaucoup. Au niveau de la calendrier d'adoption du règlement, donc on a eu un avis favorable du comité consultatif d'urbanisme le 9 juin dernier. On a présenté également aux sociétés de développement commercial et aux assos commerciales le 4 novembre dernier. Donc maintenant, en janvier 2021, on a eu l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement par le conseil d'arrondissement. Maintenant, aujourd'hui, avec la période de consultation écrite, suite à l'avis public et suite à la présentation que je vous fais aujourd'hui et les différents documents qui sont disponibles sur le site Internet dans la section consultation écrite du mois de janvier 2021, on sollicite les commentaires de vous, donc de nos citoyens, pour alimenter notre réflexion dans ce projet de règlement-là, qui va se dérouler au courant de la fin du mois de janvier. Ce qu'on vise, c'est d'adopter en deuxième lecture au courant du mois de février 2021. Et l'avis public aurait lieu ensuite pour le mécanisme d'approbation référendaire au courant du mois de février 2021. Et l'adoption aurait lieu au courant du mois de mars 2021. Et l'entrée en vigueur se ferait au courant de probablement à fin mars, au plus tard début avril. Donc, c'est vraiment là que le règlement rentrerait en vigueur suite à l'obtention du certificat de conformité. Au niveau de l'approbation référendaire, c'est vraiment les dispositions qui sont relatives aux usages qui sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, il y en a quelques-unes dans le règlement. Donc, pour être valide, une demande d'approbation référendaire doit provenir soit d'un résident, soit d'un propriétaire d'immeuble ou d'un occupant de l'arrondissement, doit indiquer la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient. Il doit être reçu par l'arrondissement au plus tard le 8e jour suivant la publication de l'avis qui annonce la possibilité d'approbation référendaire. Et pour qu'un registre soit tenu dans une zone, donc dans une des zones d'arrondissement, il doit y avoir au moins 12 personnes de celle-ci qui déposent une demande d'approbation référendaire. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. Donc je vous invite à consulter les différents documents qui sont disponibles sur Internet et à soumettre nos commentaires qui seront analysés par nos services. Donc merci beaucoup de votre attention.